Bonsoir Olivier Besancenot. Bonsoir. Il y aura des blocages demain. Les manifs ne suffiront pas. Dès demain, il faut qu'il y ait des blocages dans votre esprit? C'est pas dans mon esprit. Il y a des grèves demain. Donc, qui dit grève dit arrêt de travail. Donc, dit blocage d'une partie de l'économie. Et visiblement, les taux de grève sont assez importants. Pas que dans les secteurs auxquels on est un peu habitué, entre guillemets, c'est-à-dire ceux du public. Mais visiblement, il faudra suivre de près les taux de grève dans le privé, notamment. Parce que c'est aussi un peu ça, la nouveauté par rapport... une des possibilités de nouveauté par rapport aux dernières séquences de mobilisation sociale qu'on suit de près. En tous les cas, pour moi, ce qui compte, c'est le nombre, c'est l'action, c'est la grève, c'est une manifestation la plus massive possible. Et c'est ça qu'on appelle de nos voeux. A priori, ça s'annonce plutôt réussi pour demain, mais il faudra une suite. Vous êtes le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes notre invité de 22h50. Et des poussières. Ce soir, effectivement, interviewé par Roselyne Bachelot, par Pauline Simonet et par Antonin André. Et vous avez un problème, Olivier Besancenot, ce soir. Vous avez un problème. Vous avez gagné la bataille de l'opinion. D'après les sondages. Sondage ELAB, 66% des personnes interrogées sont contre cette réforme. Mais vous avez un problème. Comment est-ce que vous faites demain, précisément, pour mobiliser au-delà de ceux qui se mobilisent toujours ? Moi, tout seul, avec mes petits bras musclés, pas grand-chose. Oui. Voilà, c'est la force collective, c'est une force entraînante. Je crois au fait qu'un secteur déterminé et minoritaire, soit dans un premier temps, agisse au moins comme une force entraînante sur le nombre, la massivité. Et c'est vrai qu'un des problèmes auquel on est confronté, c'est ce problème éternel de confiance collective, en effet. C'est-à-dire de penser qu'on n'est pas spectateur des décisions politiques. Et quand il y a un tel enjeu, un tel rapport de force qui est exigé, c'est en effet de s'adresser même à tous ceux qui nous regardent en ce moment, en leur disant ce message-là, c'est que moi j'entends des tas de gens râler sur leur canapé, derrière, sur la machine à café, au boulot, tout ça c'est bien beau. Mais on ne peut pas s'en remettre systématiquement sur les autres. On ne peut pas faire, vous savez, il y avait une formule en 1995, à l'époque de la réforme du plan Juppé sur la sécurité sociale, qui avait été une mobilisation victorieuse. À l'époque, on avait parlé de grève par procuration. C'était un peu l'expression. Quelque part, on faisait procuration à ceux qui le pouvaient. Là, ça ne marchera pas, ça. Là, va falloir. Mais pardon, mais c'est quoi votre argument massu ce soir à destination de ceux qui sont sur leur canapé, qui nous regardent ce soir, pour leur dire ne vous contentez pas de râler? C'est quoi pour vous l'argument massif? Que chacun peut agir. Chacun et chacune peut agir à sa manière, qu'il y a 1000 manières d'agir. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas une mobilisation sociale chimiquement pure, ça n'existe pas. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Chaque situation se réinvente et c'est tant mieux. Déborde les cadres existants et c'est tant mieux. C'est fait de manifestations, d'actions, même parfois de gestes symboliques. Il y a par exemple des restaurateurs qui disent soit je fermerai ce jour-là, soit je mettrai simplement un panneau pour dire je partage pas ce qui est en train de se passer. Ça vous prenez aussi? Non, mais moi, je prends rien. Je suis pas là pour prendre. Je suis là pour agir collectivement dans un mouvement. Vous comprenez ce que je dis? Vous êtes d'une certaine manière aussi le porte-parole de ce mouvement-là, l'un des porte-paroles ce soir. Je sais pas, mais en tous les cas, l'idée, je prends. Voilà. Vous prenez, Pauline. Vous nous dites que l'important, ce qui compte, c'est le chiffre, la massivité, évidemment, pour une manifestation. Il y a aussi une énorme pression. Du coup, si on n'atteint pas cette fameuse barre du million, ça veut dire que du million, déjà, on ne va pas commencer par là, ça veut dire que c'est un échec, cette mobilisation? Non, clairement. Là, c'est pareil, si on parle de 95, je me souviens, il y a le Juppéton à l'époque, on appelait ça, puisque Juppé avait dit s'il y a plus d'1 million de personnes dans la rue, en gros, ça le fera. Bon, évidemment, ça avait motivé toutes les troupes. Depuis, les gouvernements ont tiré quelques enseignements. Là, demain, c'est une étape. C'est une étape pour prendre confiance. Je pense qu'elle sera réussie. Voilà, ça, je pense qu'on peut l'affirmer. Demain, ça sera réussi. C'est-à-dire que tout le monde va se dire. Voilà, mais le problème, c'est la suite. Samedi, il y a une manifestation des organisations de jeunesse. Donc le problème, c'est ensuite une stratégie à mettre en place. Une fois de plus, on ne peut pas se payer le luxe d'être dispersé, ni dans le temps, ni dans l'espace. Voilà, ça, c'est plus possible. D'abord parce qu'il y a le contexte économique qui prend tout le monde à la gorge. Donc l'idée, c'est d'agir vite, nombreuses, pour être efficace. C'est-à-dire montrer la force du nombre. Comment exactement, moi je peux pas le dire, j'ai pas de religion en la matière. Mais le million, vous le reprenez à votre compte aussi? C'est notamment Philippe Martinez qui dit il faut qu'on passe la barre du million dès demain. Est-ce que cette barre symbolique-là... S'il le dit, ça veut dire qu'on sera 1 million demain. Antonin André. Il y a une des clés, justement, vous l'avez dit, c'est les salariés du privé. Parce que la fonction publique, traditionnellement, se mobilise énormément. On voit bien les entreprises publiques aussi. Mais les salariés du privé, et notamment les artisans, les indépendants, sont des gens qui ont les prix de l'énergie, qui ont le coût des matières premières, qui souffrent beaucoup dans leur chiffre d'affaires. Et pour eux, ces journées d'inactivité, c'est potentiellement des risques pour eux, pour leur commerce, de faillite, d'emploi de leurs employés, qui seront obligés de mettre à la porte. On en a reçu ici sur ce plateau. Qu'est-ce que vous leur dites à cela? Parce que eux, la grève et le blocage, c'est aussi leur bête noire. Je sais pas. Moi, je ne parlerai pas leur nom, ni vous, ni moi. Je pense que c'est très partagé. J'entends des messages... Enfin, moi, dans ce secteur-là, d'artisans, de petits commerçants, je vois des manifestations de solidarité, même verbales pour l'instant, que je n'ai pas rencontrées jusqu'à présent, de mémoire. Alors, je ne veux pas en faire des tonnes, parce que c'est qu'à mon échelle, c'est un tout petit retour, mais c'est nouveau.
C'est-à-dire, et j'ai cru comprendre que ça inquiétait aussi un peu le gouvernement. C'est-à-dire que dans cette opinion, parce que derrière opinion, on met tout et n'importe quoi. Je veux dire, il y a aussi des secteurs auxquels on n'est pas forcément confronté. Moi, ce que je vois, si en effet quelque chose se passe du côté des jeunes, du côté de ce secteur-là, commerçants, artisans, et du côté du privé, ça, c'est des éléments nouveaux. Pour que, pardonnez-moi l'expression, mais la mayonnaise prenne d'une manière, c'est-à-dire que, ou d'une autre, c'est-à-dire qu'on arrive à un phénomène de masse pour rappeler toutes les bonnes raisons d'être opposé à ce qui n'est pas une réforme, mais pour moi une contre-réforme et qui va se traduire par une paupérisation de nombreuses personnes et de se battre aussi pour les générations qui viennent. Je veux dire, c'est pas question de savoir, c'est pas qu'une question de projection individuelle sur le site du gouvernement. C'est pas savoir, est-ce que toi, moi ma génération c'est 74, je sais pas jusqu'à quel point on est impacté. C'est pas de savoir si moi l'individu, parce que ça je l'entends aussi. Il n'y a pas que le motif de moi je suis en colère mais je le garde pour moi ou je compte sur les autres. Sur le thème, finalement, ça me concerne pas. Pas comme ça, mais bon, je vais passer un petit peu. Puis finalement, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il y en a eu avant des contre-réformes. Et puis après celle-là, je peux vous le dire d'avance, si on bloque pas, il y en aura après. Moi, je me bats au nom, avec d'autres, des générations qui se sont battues avant nous, de haute lutte pour que la retraite soit un droit effectif, et pour les générations qui viennent. Moi, je ne vais jamais avoir dire à mon gamin, écoute, papa, il a sauvegardé sa retraite en sacrifiant la tienne, par exemple. Ça, je veux pas, je l'accepte pas. C'est ce qui se passe si on fait pas la réforme. Mais le mouvement... C'est pas ce que j'ai dit, en tout cas. Oui, mais justement... C'est ce que vous dites, Roselyne Bachelot. Mais je voudrais poser une question à Olivier Besancenot. Ce mouvement, il est donc pour l'instant organisé autour d'une intersyndicale dont la grande nouveauté, c'est qu'elle est complètement unie. Je crois que c'est la première fois depuis des années... Depuis 12 ans. Depuis 12 ans, c'est ça, depuis 12 ans exactement, que ce front syndical est uni. C'est une des conditions, c'est une des méthodes aussi de réussite de ce mouvement social. Mais moi, j'ai des forts doutes sur l'unité de ce mouvement syndical, de cette intersyndicale, parce que derrière, il y a quand même des idéologies extrêmement différentes. On ne peut pas dire que M. Berger marche sur le même écosystème que M. Martinez. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque si, par exemple, il y avait des violences ou un renversement de l'opinion publique? Est-ce que là, cette intersyndicale, elle est vraiment solide? Mais elle est là. Ouais, je vous demande d'avoir un peu une vision prospective. Oui, mais là, j'entends. Mais là, je sais qu'on est tous en prospection en ce moment. Bah oui, on en est tous là. C'est la méthode du Conseil d'orientation des retraites. Je vois même qu'on nous annonce le nombre de manifestants demain. C'est extraordinaire. Oui, c'est formidable. Je me demande même qu'est-ce qu'on va faire demain, puisque de façon directement à vendredi. Pardon, mais là, il y a un partout, parce que Philippe Martinez dit la même chose. Oui, non, mais moi, je fais pas ça. Voilà. Donc, je dis que demain, c'est une étape de mobilisation. Et demain soir, on attend aussi les annonces de ce côté-là pour répondre à votre question, c'est-à-dire de l'intersyndicale, c'est-à-dire sur les suites. Donc moi, j'ai pas le bras long à ce niveau-là. Ce que je me permets de croire, de ma pratique aussi concrète, c'est que je sais pas forcément ce qui marche, je crois savoir ce qui marche pas. Et ce qui n'a pas marché, c'est, je vous dis, des journées d'action intersyndicales qui sont emmenées dans un calendrier qui nous emmène sur 2-3 mois, à coup de toutes les semaines ou tous les 15 jours. Donc vous souhaitez qu'on bloque le pays pendant 3 semaines? Non. C'est ce qui est prévu, des journées d'action. Alors d'abord, je ne crois pas avoir dit ça. En fait, l'idée, ça serait justement, par exemple, plutôt que d'en mettre 4 ou 5 dans le décor sur 3 mois, on pourrait commencer sur 2-3 de suite. C'est ce qui est prévu. Et de suite, c'est-à-dire que là, on a une manifestation et des grèves demain. La prochaine doit être quand pour vous? Non, mais ça, c'est pas à moi de le dire. Non, je sais, mais qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qui vous paraîtrait efficace? Là, ce que je viens de vous dire, c'est des grèves qui se généralisent, c'est-à-dire qu'on nous... Alors, avec des scies, on coupe du bois, soit, mais le jour où on nous dira, écoutez, on y va le même jour, à la même heure, tous et tout ensemble, artisans, commerçants, salariés, chômeurs, retraités, on essaye, peut-être ça ne marchera pas, mais c'est le seul truc qu'on n'a pas tenté en 30 ans. À partir de ce jour-là, on va démontrer au gouvernement que sans ceux et celles qui font les richesses de ce pays, eh bien, en effet, l'économie ne tourne plus. Mais vous sentez que et donc, l'économie est bloquée. Et là, je pense sincèrement qu'au bout de 48 heures, le gouvernement, quel qu'il soit, et M. Macron, quelle que soit l'idée qu'il a de lui-même et du rôle historique qu'il va jouer, il sera amené à nous parler. Pardon, Olivier Besancenot, mais c'est pas le but de la journée de demain. Moi, je pense que c'était ça demain. C'était que ce camp-là, votre camp, se dise allez les gars, on y va tous ensemble. Aujourd'hui, c'est demain, c'est jeudi 19. Mais c'est pas que demain. Vous savez déjà qu'on parle éventuellement de journée d'action. Il y a le calendrier déposé dans les secteurs de l'énergie, de la SNCF. Voilà, tout ça, c'est... Pour le moment, la démarche syndicale est un peu inverse de ce que vous dites. C'est-à-dire que pour le moment, ils planifient des journées d'action qui soient justement un peu réparties jusqu'au mois de mars, pour notamment ne pas déclencher l'impopularité contre le mouvement syndical et ne pas donner le sentiment aux Français qui sont pris en otage ou bloqués. Donc il y a une gestion de ce temps-là qui n'est pas tout à fait celui que vous appelez de vos voeux.
Pour le moment. Non, mais moi, j'ai pas de gestion particulière. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de religion en la matière. Voilà, je vous dis simplement que je vous dis pas tout à fait, vous n'avez pas tout à fait raison, parce que, par exemple, l'idée d'appeler à 48 heures, puisque c'est un peu ça qui est dans l'air, si j'ai bien compris, de mémoire, en 95, ça avait commencé comme ça. Chez les cheminots, ça avait commencé comme ça. Donc, comme quoi, et puis ça se reproduit jamais. Moi, écoutez, si j'avais un mode d'emploi, vous pensez bien que je serais pas d'abord là à vous le présenter en premier. Vous auriez déjà fait la révolution. Et puis le temps, on l'aurait utilisé. Vous voyez, donc là, l'idée, c'est, en tous les cas, c'est cette confiance, elle est nécessaire. Et moi, tous ceux qui nous regardent, voilà, demain, on va être nombreuses. Ça va être une manifestation d'abord et avant tout joyeuse. On a besoin de se retrouver pour aussi travailler cette bataille. Vous étiez perdu ? Comment ? Vous étiez perdu ? Non. Ni perdu, ni voilà, mais simplement, je vous dis, de mémoire, moi, j'ai connu 2 victoires. 2 victoires. En 95, j'étais étudiant, et au moment du contrat de première embauche, c'est en 2006. C'est les 2 fois où j'ai entendu, donc c'est assez jubilatoire, en effet, quelqu'un qui arrive du pouvoir et qui vous dit, bah écoutez, finalement, on a bien réfléchi, alors qu'on était dur comme le fer 3 mois avant, bah finalement, on va le retirer. Bon, et puis j'ai connu des défaites aussi, et donc j'essaye de voir ce qui marche et ce qui marche pas, mais comme d'autres à la base. Vous savez, il y a des assemblées générales qui discutent à la fois de la tactique des luttes et qui discutent aussi du fond et du contenu. Et là, je crois que le gouvernement a fait un mauvais pari sur le thème que, finalement, le contexte économique allait tétaniser tout le monde. Ça peut se retourner aussi contre lui comme un retour de flamme, parce qu'il y a un côté cumulatif. C'est-à-dire le côté répartition des richesses inégales, le côté c'est toujours pour les mêmes, qui on demande de sacrifier, et puis aux autres, ceux qui se gavent, on ne demande jamais rien. Et puis il y a les salaires, et puis il y a ce débat sur le pouvoir d'achat. On parlait par exemple des petits artisans, mais enfin, on a parlé quand même du prix de la baguette. Il y a peu de temps, vous savez que dans l'histoire sociale, même révolutionnaire de ce pays, quand on parle du blé, de la farine, en général, ça devient un petit peu sérieux. Ça se passe mal ou bien, ça dépend des points de vue. On va parler de plein de choses. Attendez, Roselyne, on va parler de plein de choses ce soir, notamment d'Emmanuel Macron, qui accuse les opposants à sa réforme de mentir, de mensonge. Il a dit ce matin au Conseil des ministres. Diantre. En gros, il accuse la gauche de raser gratis. On verra ça dans une seconde. On parlera aussi des riches, des milliardaires, que certains voudraient voir disparaître en France. On verra si c'est votre cas ce soir. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Vous parliez du CPE. 2006, effectivement, ce contrat première embauche pour les jeunes, il est retiré alors que tout avait été voté. Il est retiré après des manifestations monstres, notamment une bonne partie des étudiants dans la rue, 40 universités bloquées, etc. Est-ce que vous pensez que sur un sujet comme les retraites, c'est-à-dire qui va concerner les jeunes dans 40, 45 ans, 50 ans, est-ce que vous pensez que vous arriverez à mobiliser autant que sur un sujet comme le CPE, qu'il est touché immédiatement ? Ça, on va le savoir à partir de demain. Mais qu'est-ce que vous sentez ? J'ai l'impression, nous, les retours qu'on a, c'est que ça va se mobiliser, voilà, mais on verra plus samedi. Samedi, nous, on va participer, soutenir justement, même symboliquement, comme parti politique avec d'autres, avec la France Insoumise, pour dire aux organisations de jeunesse, unies, elles aussi, pour dire, voilà, on se sent concerné. Là aussi, il semblerait que par rapport à d'autres projets de contre-réforme sur ce sujet-là, la jeunesse, enfin une partie de la jeunesse, parce que je ne veux pas généraliser, se sente plus concernée et plus impliquée qu'avant. Voilà, donc ça aussi, c'est un des éléments sur lesquels, parce que c'est pas gagné. C'est vrai que quand tu as 18, 19 ans, te projeter même à l'âge de 30 piges, en général, c'est un peu compliqué. Bon, mais là, il y a l'idée que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais vous n'entendez pas aussi beaucoup de résignation du côté de la jeunesse ? Moi, j'ai entendu en tout cas ce discours-là où on comprend ce combat. Peut-être qu'ils font partie de ceux qui disent oui, on soutient la mobilisation, mais en même temps, ça paraît tellement éloigné parce qu'on entend chez beaucoup de jeunes l'idée que de toute façon, nous, on n'aura pas de retraite. Nous, ce sera même pas à 67 ans, peut-être au-delà. Et finalement, pourquoi se battre pour quelque chose qui paraît complètement inaccessible ? De toute façon, le monde aura disparu avant sur l'effet du réchauffement climatique, c'est sûr. Est-ce que vous l'entendez, ce discours de résignation aussi, malheureusement, du côté de certains jeunes ? Chez certains, mais écoutez, vous prenez les mobilisations de ces derniers temps, elles ont eu lieu aussi dans la jeunesse, sur les questions de l'écologie en particulier, sur les questions du féminisme également. Qui sont des questions plus prioritaires sans doute pour eux et plus mobilisantes que les retraites. Probablement. Non, mais aussi dans les luttes ouvrières. Mais aussi dans les luttes ouvrières, vous avez aussi, alors plus tardive, mais une nouvelle génération qui est dans les entreprises et qui se bat aussi. D'ailleurs, quand je parle de fait de ça, parfois ça déborde du cadre existant, c'est aussi pour ça, parce qu'il y a des jeunes qui disent oui, il y a des cadres existants, il y a des organisations politiques, syndicales, c'est bien, mais on veut aussi des cadres démocratiques pour pouvoir faire en sorte que des gens qui soient syndiqués ou non syndiqués puissent mener leur propre bagarre. Donc, alors, si je vous ai bien compris, Olivier Besancenot, le vote à l'Assemblée nationale, au Parlement plus exactement, de la loi, le texte est adopté. Pour vous, le combat continue, ça n'arrête pas le mouvement social. Là, pour l'instant, la loi n'a pas été votée. Et si j'ai bien compris, c'est un cadre qui a été mis en place pour qu'il y ait une cinquantaine de jours de mémoire, pour que ça aille vite. Il y a des éléments
qui pourrait vous amener, enfin dans le débat, la Première ministre a indiqué que le texte n'était pas complètement formaté, qu'il y avait des éléments qui pourraient avancer. Qu'est-ce qui vous paraîtrait absolument prioritaire le rejet. Le rejet. Oui, mais moi je suis un peu constructif. Non, mais moi je vais pas faire semblant, ça m'amuse pas, j'ai pas de temps à perdre, je suis comme tout le monde. Moi, les gens qui vont faire semblant, tout en posture, en disant « je vais faire semblant de faire une réforme un petit peu allégée », ça concerne qui aujourd'hui, même sur l'échiquier politique, même au Parlement? C'est une négociation entre le gouvernement et les Républicains. La seule marge de négociation qui a été ouverte de toute façon par le gouvernement, en ce moment même, de l'aveu même, vous parliez de l'intersyndicale, toutes les organisations syndicales défilent même sur vos plateaux pour vous répéter qu'il n'y a aucune de leurs propositions, quelles que soient les organisations syndicales, qui a été entendue ou même acceptée comme une base de négociation, et que les seules discussions qui ont lieu sont entre les Républicains et les macronistes. Mais ceci étant, ça m'intéresse énormément ce qui se passe là-bas pour une simple et bonne raison. C'est que ce qui marche, de mémoire, là aussi, c'est quand il y a une mobilisation qui s'élargit à la base de la société et quand en haut, ça commence à se fracturer, à se diviser. Et je pense qu'en haut, c'est fragile. C'est fragile et ça, c'est aussi bon pour nous. Ça veut dire que pour vous, la rue doit être plus forte, d'une certaine manière, que la légitimité des députés. Mais on n'a pas le choix. Donnez-moi une autre solution. On a un gouvernement qui pratique le 49-3 quand il n'a pas son accord avec les Républicains. La solution, c'est des élections avant, etc. Enfin, vous voyez le principe. Oui, d'accord. Mais écoutez, moi, vous savez, l'avantage par rapport aux dernières fois, c'est qu'avant, on était obligé de gaspiller beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour convaincre beaucoup de monde. Là, c'est pas le cas. Donc, je souhaite bien du courage à ceux qui sont en place, à regarder la population bien dans les yeux en leur disant... Vous avez voté pour la retraite à 64 ans, venez pas vous plaindre. Personne ne le pense, sérieusement. On sait dans quel contexte. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels l'opinion publique est frontalement opposée à ce que vous êtes, à ce que vous pensez, à ce qui est votre corpus idéologique. Je pense par exemple sur les questions d'immigration. Vous voudriez aussi qu'on cède à la rue à ce moment-là ? Puisque le schéma que vous proposez, il est valable pour tout, hein ? Non, alors d'abord, la majorité qui s'exprime, c'est aussi dans un cadre de discussion. Nous, on nous prive de discussion. Et il y a une vie politique extra-parlementaire. La discussion, on essaye de la nourrir. Et dans l'analyse de ce qui ne va pas dans cette réforme, où on nous dit que c'est du progrès, de l'équilibre et de la justice, ça fait 3 mensonges en une formule. Et puis sur nos propositions alternatives, parce qu'on en a quelques-unes. On saisit des moyens du bord pour avoir une discussion et gagner la majorité là-dessus. Vous ne répondez pas à ma question. Si, parce que moi, je prends les discussions sur tous les sujets. Sur tous les sujets, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais moi, je suis vendeur. Je vous dis pas, d'abord, mon argument, d'abord, je suis là pour rien vendre du tout, mais si je n'ai pas un argument de vente en disant j'ai l'opinion avec moi. Je vous dis simplement, je ne vais pas gaspiller du temps là-dessus. Et je souhaite au gouvernement bien du courage, si c'est son seul argument, nous expliquer que c'est la légitimité de la dernière élection. J'ai insisté que là-dessus, que là-dessus. Je parle de la rue, moi. Vous parlez de la grève et d'éventuels blocages. Est-ce que vous souscrivez aussi à cette idée de cibler certains députés, comme certains leaders syndicaux ont appelé à le faire, cibler certains députés qui soutiendraient ce projet de loi, c'est-à-dire les nommer d'une certaine façon et puis faire des coupures d'électricité ad nominem pour faire pression sur les élus? Alors, ils ont ma solidarité et je serai solidaire de ces moyens d'action aussi. En soulignant une chose, c'est qu'ils ont parlé, si j'ai bien compris, des permanences des élus. Donc, parce que j'entends la musique, ils vont aller chez eux. Mais je vous réponds. S'il y en a plein qui bégayent, moi je vous le dis, je suis solidaire. Et j'aimerais qu'il y ait autant d'émotions sur les plateaux télé quand les mêmes, parce qu'on parle des mêmes, rétablissent l'électricité pour des centaines de milliers de foyers, les opérations Robin des Bois, passent en conseil de discipline et se font licencier. Ou rétablissent le gaz gratuit, comme ça a été le cas au mois de décembre, et qui passent en conseil de discipline et qui sont licenciés. On parle des mêmes. Il y a 13 000 foyers qui ont vu le gaz gratuit rétabli au mois de décembre par les salariés de GRDF. Vous détournez la question, Olivier Besancenot. Là, on vous parle de syndicalistes qui font pression. Je sais que vous n'êtes peut-être pas habitué à ça, mais je viens de vous dire, j'en suis solidaire. Je sais qu'il y en a qui font plein de feintes de dribble pour vous dire qu'ils hésitent, etc. Moi, je vous dis, je suis solidaire d'eux. Vous voulez que je vous le dise comment? Je peux l'écrire. Mais je vous précise aussi, parce que c'est aussi ça ma solidarité, que par exemple, il y a 4 salariés qui sont passés au mois de juillet et d'août, suite à des actions qui sont passées dans le cadre d'actions antiterroristes, qui ont été gardées en garde à vue pendant 48 heures. On parle de ça. Moi, ils ont ma solidarité. Parce que j'entends personne dire ils font des actions Robin des Bois. J'aimerais qu'il y ait toute la classe politique. Non, mais là, on parle. Donc, vous soutenez le fait. Je peux le dire pour la 3e fois, je ne sais pas comment le dire. Vous soutenez, ok. Il y a un homme qui vous répond ce soir. Un ministre qui vous répond. Éric Dupond-Moretti, en colère tout à l'heure, justement, quand on lui parle de ça, il était à l'Assemblée, on le regarde. Démocratie, c'est une évidence, on ne s'en prend pas aux élus. On ne menace pas les élus. On n'agresse pas les élus.
on ne menace pas les élus de coupure de courant. Qui peut être constitutif d'un acte d'intimidation prévu et réprimé par le Code pénal. Quelles que soient nos divergences politiques, je le dis avec fermeté, s'en prendre aux élus, c'est en réalité s'en prendre à la République. Éric Dupond-Moretti qui met sur la table des menaces de sanctions judiciaires, clairement. Mais qui existent déjà, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. De toute façon, elles existent déjà. Donc là, il fait un... Voilà. Et l'Assemblée est clairsemée. Je ne sais pas s'il y a des coupures d'électricité. Mais quel intérêt, justement, Olivier Besancenot, quand vous avez l'opinion publique derrière vous, on a vu les derniers sondages, 2 Français sur 3 qui soutiennent le mouvement, quel intérêt, effectivement, d'avoir des propos menaçants à l'égard d'élus? Non mais arrêtez de dire menaçant. C'est une menace. Vous avez le droit de le dire. Vous avez absolument le droit de le dire. Moi, je ne le pense pas. Quel intérêt politique de tenir ce type de propos quand il y a l'opinion derrière vous? Vous pensez les faire céder? Moi, je pense que ça va les renforcer. Alors, moi, je ne peux pas parler à la place des autres. Je ne suis pas ventriloque. C'est-à-dire, si vous voulez savoir, vous les invitez, vous discutez avec eux. Je dis simplement toute ma solidarité et je ne partage pas votre point de vue. Je ne crois pas que ce sont des menaces, ce sont des actions. J'en suis solidaire. Je pourrais vous le dire en latin, je ne sais pas le faire, je vous dirais la même chose. Voilà. Maintenant, je maintiens que ce qui compte, c'est le nombre. Le nombre. Et l'argument du départ dont on discutait, pour moi, c'est l'élément clé, c'est la confiance. Et j'ai trop de personnes, j'ai plein d'exemples en tête. Des gens qui, voilà, tout le monde joue même dans un vestiaire de foot, tout le monde est énervé, voilà. Et puis alors après, quand il faut y aller, est-ce que ça va servir? C'est légitime toutes ces questions. Mais le problème, mais le nombre qu'on est dans ce pays à se poser cette question. Mais simplement, si le jour où on se posait cette question tous ensemble, dans la rue, au même moment, on verrait qu'on est un paquet. Donc moi, à part essayer de peser à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire autre chose que notre meilleure réponse par rapport à tout ça, c'est-à-dire d'être en osmose avec cette partie de l'opinion, c'est de montrer qu'en plus de ne pas être d'accord, on peut gagner. Olivier Besancenot, information de la soirée, la CGT a déjà annoncé qu'en guise de protestation, il y avait ce soir des baisses de production d'électricité en France, du côté des centrales hydrauliques. Il n'y a pas eu de coupure, mais clairement, dit du côté d'EDF, que ça met en tension le système français. Est-ce que là, on n'est pas en train de jouer avec le feu? Écoutez, ce qui met en tension le système français du point de vue de l'énergie, c'est la libéralisation du marché de l'énergie. Là, vous ne répondez pas à la question. Mais si, mais écoutez, arrêtez de me dire je ne réponds pas à la question. Depuis le début, je vous dis que je suis solidaire avec toutes les actions de grève, qui par nature, si vous voulez un scoop, je vous annonce que la production économique va ralentir dans les prochains jours. Mais écoutez, une fois que je vous ai dit ça, j'ai rien dit, parce que c'est une grande lapalissade. On rentre dans une séquence sociale de mobilisation et de grève. C'est une évidence ce que je dis. Donc, et je vous redis, et je suis en plein dedans, que les mêmes qui me font des grands numéros et des grands effets de manche sur c'est pas bien de couper l'électricité des Français, j'aimerais les entendre sur le bilan de la libéralisation du marché de l'énergie. On n'a même pas de tarifs aujourd'hui réglementés. On parlait par exemple des petits commerçants et des boulangers, mais pourquoi on ne rétablit pas des tarifs réglementés? Parce qu'il y a eu la libéralisation du marché de l'énergie. Avant, ça marchait bien, maintenant, ça ne marche plus. Ça, c'est un sujet, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que les salariés qui se mobilisent dont vous parlez... Il y a une panne qui est arrivée au passage. Oui, mais la panne... Mais les pannes, écoutez, les pannes, elles sont vieilles comme les libéralisations qui se sont effectuées, y compris aux États-Unis. Les grandes coupures d'électricité, il y a maintenant facilement une quinzaine d'années en Californie, c'était aussi le fait de saucissonner les infrastructures, jouer qu'avec l'offre et la demande et aboutir à des absurdités. Donc on était alertés. On savait, avec un argument en prime... Donc je me souviens bien, c'est que la libéralisation des services publics aboutit toujours aussi grande la palissade au fait que tout le monde va s'y retrouver puisque les tarifs vont baisser. Résultat des courses, les prix flambent et on a la pagaille au niveau énergétique. Sacré bilan, on est en plein dedans. Olivier Besancenot, je vous le disais ce matin, Conseil des ministres, Emmanuel Macron explique à ses ministres que la gauche ment. Que les opposants à la réforme des retraites mentent et je vous ai dit diantre. Vous avez dit diantre et qu'en gros la gauche propose de raser tout le monde gratis et promet des choses intenables. J'ai un exemple à vous soumettre ce soir. Hier soir, meeting de la NUPES, vous allez entendre un syndicaliste CGT d'une entreprise de logistique, en l'occurrence Géodis, sa revendication, la retraite pour tous à 50 ans. Et on veut une augmentation salariale tout de suite de 2 000 € pour l'ensemble des salariés, le SMIC, et un départ en retraite à 50 ans à temps plein. C'est ça nos revendications. On ne peut pas tuer des ouvriers derrière des quais et les mener à la mort jusqu'à 70 ans. Merci beaucoup. Est-ce que c'est une revendication que vous reprenez aussi à votre compte? Mais moi, je les connais. J'ai été les soutenir, ils faisaient grève.
La plateforme logistique de Gennevilliers, ça veut dire concrètement des gens qui, à partir de 50 ans, en effet, travaillent jusqu'à 1h du matin à porter des colis et se tuent le corps, littéralement. Donc je comprends ce qu'il dit. Nous, nouveau parti anticapitaliste, on préconise un retour à la retraite à 60 ans, avant pour les métiers les plus pénibles, mais on veut aussi parler des annuités. Des annuités. Et ça me paraît essentiel. Là, c'est un débat, pour le coup, qui n'est pas forcément consensuel, même à gauche. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent retour à 60 ans, ouais, pour les annuités, vas-y, on verra plus tard, 42 annuités. Mais sauf que là, pour le coup, avec une moyenne d'âge qui arrive à peu près dans le marché de l'emploi, 24 ans, on va dire à peu près en moyenne, 23, 24, 25 ans, si vous avez 42 annuités, vous ne partez pas à la retraite à 60 ans avec une retraite à taux plein. Donc ça, c'est complètement hypocrite. Donc nous, on est pour rétablir l'égalité entre le public et le privé à 37 annuités et demie. Ça, en effet, c'est pas rasé gratuit. Ça demande des moyens, une autre répartition des richesses. Ça demande, d'après nos calculs, récupérer 3% du PIB. Ça veut dire, en effet, pour le coup, là, cette fois-ci... Comment vous financez ? Eh ben, écoutez, en 30 ans, on a eu des gouvernements successifs, de droite et de gauche, en effet, qui ont permis aux capitalistes, aux grands groupes, de récupérer 10% du PIB dans la poche de la majorité de la population. 10% du PIB. Ben, on a le défaut de croire qu'on n'est pas plus bête qu'eux. S'ils ont été capables de gratter 10%, je pense qu'on peut en gratter 3%, en augmentant les salaires, c'est-à-dire en augmentant aussi nos cotisations. Je le redis à ceux et celles qui nous regardent. Les cotisations sociales ne sont pas des charges. Je sais qu'il faut un GPS pour s'y retrouver dans nos fiches de paye. Mais notre salaire n'est pas que notre salaire net. Parce qu'évidemment, ça nous parle. On a l'impression que... Beaucoup, parce que démographiquement, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de financer comme on le faisait avant, quand il y avait 4 actifs qui travaillaient pour un retraité. Aujourd'hui, c'est 1,4 actifs pour un retraité. Donc, c'est pas une petite augmentation que vous suggérez, c'est une explosion des cotisations. Non, c'est pas une explosion des cotisations, non du tout. Et puis, je vais vous répondre sur 2 aspects. D'abord, si vous voulez plus d'actifs, je propose une seule chose, c'est qu'il n'y ait pas 5 millions de personnes qui soient inscrites à un Pôle emploi. Parce que les promesses des politiciens qui nous font des projections... Le chômage est plutôt baissé. Non, mais attendez. Moi, je veux qu'on parle clair. C'est-à-dire, au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir à tout le monde. Les mêmes qui vous disent, avec nous, ça sera le plein emploi, ils font des projections, il n'y a jamais le plein emploi. Puisque s'il n'y avait pas 5 millions de personnes à Pôle emploi, je termine, il y aurait 5 millions de cotisants et de cotisantes en plus personne ne parlerait du problème des retraites. Deuxième élément, même dans les projections actuelles, le Conseil d'orientation des retraites, quels que soient les scénarios, explique que la part des dépenses pour les retraites n'explose pas par rapport au PIB. Précisément, elle reste stable, autour de 14%, ce qui n'a pas toujours été le cas dans notre pays, puisque des années 1970 à la période la plus récente, on est passé en effet de 5 à 14%. Donc l'équilibre y est en réalité. C'est pour ça que personne n'y croit, qu'il y a besoin d'eux en vérité. Parce qu'il y a des fonds de réserve même pour les retraites et les retraites complémentaires. Ça ne répond pas à la question de qui paye pour rétablir ce déséquilibre. Prendre sur le capital. Et donc c'est là où vous m'avez coupé quand je parlais de la fiche de paye, pardon de le dire. Je vous disais qu'il fallait un GPS pour s'y retrouver. J'essaie d'expliquer que ce n'était pas des charges, mais que notre salaire n'était pas que notre salaire net, c'est-à-dire ce qui rentre dans la poche, c'est-à-dire l'argent de poche, on va dire, mais c'est aussi les cotisations sociales salariales, les cotisations sociales employeurs. Je sais qu'on s'y perd, c'est compliqué, qui payent mais plus que les attendez, salariés, hein. Attendez. Mais laissez-moi terminer. C'est la productivité des salariés. Allez-y. Cette part-là, que dans les services comptables, additionner salaire net, cotisation sociale salariale plus cotisation sociale employeur, on appelle le salaire super brut. C'est important parce que c'est la part exacte qui empiète sur le capital. Donc nous, on est en effet pour arrêter de tourner autour du sujet. Le seul moyen d'augmenter les salaires, c'est de prendre sur le capital. Ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, c'est mécanique. Donc, moi, j'y suis pour rien, c'est le système capitaliste qui fonctionne. J'essaie de résumer votre pensée pour savoir si je l'ai bien compris. Dites-moi tout. Donc, le besoin de financement des retraites, qui n'est pas évidemment explosif, mais qui est très important, qui est situé selon les années, aux alentours de 12-13 milliards. C'est quelque chose qui doit être financé intégralement par un prélèvement sur le capital et sur les cotisations. Un impôt sur la fortune. Non, pas l'impôt. Alors, allez-y. Pas l'impôt, mais c'est important parce que dans notre vision à nous, en tous les cas, on est pour que ça se fasse par les cotisations. Et c'est important parce que l'impôt... Oui, mais attends, c'est important parce que l'impôt, c'est la fiscalité. Et c'est l'État. Et nous, on cherche à repenser un système de sécurité sociale où l'argent des cotisants et des cotisantes... Vous ne voulez pas que ça aille financer un sous-marin nucléaire ou autre chose que ce soit... Non, mais c'est pas que ça. On veut que ça soit sous le contrôle des cotisants et des cotisantes. Ça veut dire rétablir les élections des représentants et des représentantes avec la possibilité de les révoquer. C'est-à-dire on est pour sortir du marché, mais aussi d'un système bureaucratique. Donc les cotisations, pas l'impôt. Je continue un peu parce qu'il y a des choses profondément inégalitaires dans notre système. Il y a par exemple le fait que le salaire des fonctionnaires est calculé sur les 6 derniers mois d'activité, alors que... Pour la retraite, oui. Pour la retraite, oui. Et qu'il est... Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour les salaires. Pardon, excusez-moi, pour les retraites, bien sûr. À 11h23, je patine un peu. Et
Et par contre, pour les salariés du privé, c'est sur les 25 dernières années. Alors que c'était les 10 dernières. Voilà. Donc tout ça, il faut ramener ça. Je suppose que c'est pas là une cote mal taillée, c'est que tout le monde ait une retraite calculée sur les 6 derniers mois. Donc le calcul que j'effectuais, c'était en effet incluant cette idée-là, rétablir le public et le privé. C'est la nécessité de entre 3 et 4% du PIB, absolument. Tout inclus, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, les 37 annuités et demie, et recomptabiliser. Donc pour répondre à votre question, je vais effrayer tout le monde, mais je vais le faire. Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai posé cette question. Je suis pour déséquilibrer le budget en notre faveur, c'est-à-dire rétablir l'équilibre qui existait en faveur du monde du travail il y a encore 30 ans dans ce pays. Voilà. C'est-à-dire récupérer les 10% du PIB des richesses qui avant revenaient au monde du travail et progressivement sont revenus à une poche de minorité, à une toute petite minorité, soit sous forme d'exonération d'impôts, soit forme d'exonération de cotisations sociales. Et si des politiques ont été capables d'inventer toute une série de mesures qui étaient capables de répartir les richesses dans un sens toujours plus inégalitaire, on doit être capable de les récupérer. Ça, c'est les chiffres de l'OCDE, c'est les chiffres tout à fait officiels. Un conducteur de la RATP part actuellement à 52 ans. Ça vous paraîtrait donc atteignable que tout le monde parte aux environs de 52 ans à la retraite, rejoignant d'ailleurs la revendication. Non, mais on parle d'égalité, alors parlons d'égalité. Non, mais je sais. Les régimes spéciaux ne sont pas supprimés d'ailleurs. Alors, deux choses. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que j'ai dit la retraite à 60 ans avant pour les métiers les plus pénibles, première chose. Deuxième chose, les régimes spéciaux, puis on va en parler, on va arrêter de faire semblant. Les régimes spéciaux, à la base, historiquement, c'est venu par le haut, je le rappelle. Les premiers régimes spéciaux en France c'est le point de départ, en gros. Ne viennent pas issus de luttes sociales réclamées par les salariés des chemins de fer. Historiquement, c'est venu pourquoi? Ça ne veut pas dire que non, mais que dans le cadre de la révolution industrielle, à la fin du 19e siècle, on avait besoin de fidéliser une main-d'œuvre. Les premiers régimes spéciaux, c'était les mineurs en 1894, puis ensuite les chemins de fer. Donc, dans le but de fidéliser. Mais c'est important ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi, justement, il n'y a plus personne qui veut aller bosser à la RATP ou dans les hôpitaux? C'est précisément parce que plus personne n'y trouve son compte, au-delà du fait qu'on a l'impression de ne plus avoir les moyens de faire le métier pour lequel on pense avoir une vocation. Attendez, vous parlez de la RATP. Je mets quelques chiffres sur la table. Attendez, sur la RATP, on va le dire, la possibilité effectivement de partir pour les conducteurs à 52 ans, en réalité, la moyenne c'est 56 ans pour les conducteurs de la RATP. Ils ont la possibilité, mais pour avoir une retraite de misère, une bonne pension, c'est 56 ans. Sauf que, déficit du régime de la RATP aujourd'hui, 800 millions d'euros cette année. Ça, il faut bien l'équilibrer. Toujours sur le prélèvement du capital. Alors, écoutez, on empruntons à 3%. Non, c'est pas ça. Mais d'abord, on n'est pas pour saucissonner le tout. Je rappelle que si vous voulez de l'argent dans les retraites complémentaires, par exemple, là, il y a des fonds de réserve. Donc, si vous voulez de l'argent, je vais vous en trouver de partout. Mais c'est one shot. Non, mais c'est pas ça. On parle aussi de salariés qui surcotisent par rapport à d'autres. Donc, moi, j'entendais, par exemple, tous ceux qui disaient j'ai contribué toute ma vie, puis maintenant, on me dit écoute, ton régime, on va le sauter. Ah bon, rends-moi l'argent que j'ai donné en plus par rapport à tous les autres. Un autre exemple, les infirmières, en 2010, elles pouvaient prendre leur retraite à 55 ans. Là, au moment où je vous parle, elles vont partir à 64 ans, 9 ans de plus. Mais vous pensez que c'est sérieux? 9 ans de plus dans la vie d'une infirmière? On parle pas que de chiffres, on parle de concret. Et des exemples comme ça, je peux vous en donner à l'appel. Roselyne Bachelot, c'est le ministre de la Santé. C'était agrémenté, si je puis dire, d'un changement de catégorie substantiel qui a amené une forte augmentation de salaire. Et c'était la négociation qui avait été menée avec les syndicats infirmiers. Non, mais tout le monde doit faire un effort. C'est-à-dire que les policiers, par exemple, qui partent à 52 ans aujourd'hui, ils partiront à 54 ans. On ne peut pas dire que ce soit des régimes spéciaux qui soient totalement sacrifiés. Par ailleurs, il y a une autre possibilité qui existe déjà dans la fonction publique, c'est un peu de retraite par capitalisation. Alors, ça va vous faire bondir, mais ça existe déjà, y compris dans la fonction publique. Est-ce que, et d'autres pays le font d'ailleurs dans le CDE, est-ce qu'il ne faudrait pas financer une partie de ces retraites par des placements sur les marchés financiers, considérant que c'est Olivier Besançon va s'évanouir en plein milieu. Non, ça va. Mais ça existe déjà dans la fonction publique. Non, ça va, ça marche bien. Je résiste, non, ça marche très mal. Non, on a un très mauvais exemple. Ça rapporte 5,6% par an pour ce qui est de la retraite additionnelle de la fonction publique. Je vous invite à revisiter par exemple les mésaventures de la Préfond en 2001 et en 2007. Grande mésaventure. Reconnu même par la presse économique. Parce que quel est le problème de la capitalisation? Au-delà de ce que j'en pense philosophiquement, c'est que vous jouez avec la santé économique. Vous jouez le tout avec le fait que le capital se porte bien ou qu'il se porte mal. Si le krach financier est là, comme ça arrivé en 1929, et d'ailleurs la France a renoncé après 1910 à la capitalisation aussi à cause de ça. Mais on l'a vu aux États-Unis plus récemment, en 2007, au moment du grand krach financier, c'est que vous pouvez perdre à la fois votre emploi et la retraite dans le même temps.
Non, mais moi, quand je vous dis que ça... Oui, des régimes Non, mixtes, mais exactement. enfin, il y a peut-être un seul point avec lequel on est d'accord avec Olivier Besançon, enfin pour moi, c'est que le régime, ça doit être la sauvegarde du régime par répartition qui doit constituer l'ensemble de la retraite. Alors ensuite, il y a les modalités, mais le régime par capitalisation, c'est quelque chose qui est volontaire, quelqu'un qui place son épargne, c'est son histoire, mais ça ne doit pas constituer sa retraite. Proposition retoquée des deux côtés de la table. C'est votre collègue de droite dans tous les sens du terme qu'il faut le dire. Antonin André, allez hop, en balle. Vous parliez des plus riches, des plus fortunés. J'ai deux extraits à vous montrer, deux déclarations fortes à vous montrer ce soir. D'abord, Marine Tondelier, numéro 1 des Verts. C'était hier soir lors du meeting de la NUPES, ce fameux meeting de la NUPES, qui dit une chose très simple, elle ne veut plus voir de milliardaires en France. Puisqu'on nous demande qu'est-ce qu'on propose, on va vous proposer quelque chose. Nous revendiquons que nous ne voulons plus, en France, de milliardaires. Nous voulons une France sans milliardaires. À quoi ça sert un milliardaire? Sérieusement, à quoi ça sert un milliardaire? Ce ne sont pas des talents, ce sont des vampires. Ce ne sont pas des génies, ce sont des égoïstes. Ça va vous surprendre. Réponse ce soir sur BFM TV, c'était dans Story, de Michel Sardou. Elle ne parle pas d'écologie, elle dit « je veux la peau de Bernard Arnault ». Mais elle est con. Bernard Arnault, il fait travailler des milliers de personnes. S'il n'y a plus rien, vous savez ce que disent les Chinois, si on fait maigrir les gros, les maigres, ils meurent. C'est aussi con que ça. C'est pas le rôle de l'écologie, ce n'est pas d'attaquer les riches. Et les riches, qui est riche? Il y en a tellement que ça. En France, où ils se sont barrés, où il n'y en a plus des masses. Je précise que l'interview de Michel Sardou sera rediffusée tout à l'heure à minuit sur BFM TV. Michel Sardou vous dit, mais attendez, les riches, ça sert aussi à créer de la richesse avec leurs entreprises, etc. C'est pour ça que Bernard Arnault, il ne faut pas lui tirer dessus, c'est ce que lui dit Michel Sardou. Bon, d'accord, écoutez, là, je ne vais pas faire un débat interposé avec Michel Sardou, avec tout le respect que j'ai pour lui. Moi, j'ai prétention de croire que les richesses, c'est les producteurs et les productrices de ce pays qui les créent, voilà, d'abord et avant tout, avec leur force de travail, manuelle ou intellectuelle. Voilà. Moi, je suis pour la liberté de circulation. C'est vrai pour les immigrés, on parlait tout à l'heure de l'immigration, c'est vrai aussi pour tout le monde, même pour les milliardaires. Donc si un jour on prenait des mesures anticapitalistes dans ce pays, soyons un peu dingues, j'imagine que certains peut-être imagineraient partir, je ne sais pas, en Suisse ou ailleurs, ils pourront le faire librement, pour moi ce n'est pas un problème. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les individus, c'est le partage des richesses. Moi la discussion personnalisée, taillée sur mesure, en général, elle nous fait évacuer le vrai problème, qui est le problème de la répartition, tel que j'essaie de le poser en parlant, par exemple, des points de PIB. Par exemple, oui, c'est choquant quand on parle de dividendes des actionnaires du CAC 40. C'est choquant, pourquoi? C'est pas simplement les sommes, mais c'est important, parce que mine de rien, nous, évidemment, quand on nous parle, dès qu'on parle en millions, on transpire, on est perdu. Alors, quand on parle de 80 milliards, on se redit, tiens, finalement, 80 milliards, tiens, c'est bizarre, parce qu'on nous dit c'est un déficit abyssal dans la retraite, on est à 10 ou 12, 80 milliards. Tiens. Les dividendes, c'est quoi? C'est de l'argent de spéculation. C'est l'argent, et là, je ne suis pas le seul, je parle sous contrôle. Même Nicolas Sarkozy, à l'époque, vous avez fait des grandes sorties sur le capitalisme financier, le capitalisme inutile, quasiment parasitaire, ce capitalisme fictif. Et bien là, en l'occurrence, il faut savoir que ces bilans-là, depuis la crise financière de 2007, n'ont jamais été tirés. Et la part qu'on consacre à la production réelle, celle qu'on réintroduit, elle est toujours aussi faible par rapport à celle qui va dans la spéculation. Les milliardaires qui s'en iraient, ils s'en iraient avec leurs boîtes, avec leurs entreprises, avec une partie des emplois. Alors écoutez, je vais vous dire, là, les sommes dont on parle, puisque là, il ne faut pas saigner du nez pour regarder le rapport d'Oxfam sans se fâcher. Quand on apprend que 42 personnes ont gagné en augmentation de revenus, même si c'est en effet des fortunes personnelles et professionnelles, 200 milliards depuis 2020, alors qu'on nous disait qu'en pleine crise sanitaire, il fallait faire des efforts, on imagine qu'ils doivent être super malins et avec des très gros bagages pour pouvoir partir avec tout ça. Parce que les richesses, c'est quoi? C'est pas des valises, des valcases qui sont pleines de billets. C'est les entreprises. Et les entreprises, c'est des murs, c'est des machines, c'est un savoir-faire. Et ça, ils peuvent partir en Suisse, ils ne pourront pas l'emporter. Mais les investissements, excusez-moi de vous le dire, ils peuvent être privés comme ils peuvent être publics. C'est des choix politiques. Oui, mais écoutez, si vous avez les deux, c'est non, mais si vous voulez, il y a un truc, parce que moi, on dit en gros, c'est dingue de dire ça. Mais là, on n'a jamais donné autant d'argent public aux entreprises privées dans le but que ça fasse des investissements pour des emplois. Bon, on n'en a jamais donné autant. Où sont les résultats? On leur en prend encore plus
entreprises. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir beaucoup de milliardaires sur notre sol? Et d'ailleurs, le ministre de l'économie le disait. Pourquoi à Davos, il y a 200 grosses fortunes qui ont dit taxez-nous. D'ailleurs, si vous voulez donner leur argent, personne ne les empêche de le donner. Il y a là-dedans 2 fortunes françaises. Finalement, mais on aurait ces 200 milliardaires sur notre sol, youpi, étant donné que les fortunes, les revenus privés sont parmi les plus taxés, sinon les plus taxés d'Europe. On aurait plein d'argent pour financer les retraites. Il faut faire venir les milliardaires sur notre sol. Mais pourquoi les chasser? C'est quand même très bête. Mais je vous rassure, Emmanuel Macron s'y emploie. Voilà. Oui, il s'y emploie et il dit qu'on n'a jamais été autant attractif. J'ai le défaut de croire qu'on n'a pas besoin de ces milliardaires, en l'occurrence, pour créer les richesses. Voilà. Donc la question, c'est de savoir. Non, mais si entre quelles mains leur prendre leur oseille. Non, mais le problème, c'est pas que taxer. J'essaie de vous le dire un peu différemment. C'est-à-dire que moi, je pars d'un principe. Vous l'évoquiez tout à l'heure, là, tout de suite, même maintenant. C'est-à-dire, par exemple, l'argent de nos impôts. Vous voyez, plutôt que de faire des circuits super bizarres en disant on va le donner aux entreprises en espérant qu'ils nous le rendent et puis ensuite on va mettre des taxes pour espérer récupérer une partie. Là, tous ceux qui sont normalement constitués nous regardent en disant je paye des impôts, mais où va l'argent? On n'a plus de services publics. On ne donne pas aux entreprises. Les entreprises sont imposées. On allège la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés. Oui, on crée l'emploi. Non, on donne des aides aussi. On donne des aides, des aides directes. Oui, mais je peux vous citer on peut imaginer qu'on peut piloter aussi une partie de l'économie. Moi, je vois, j'étais élu local dans une vie antérieure. On aide par exemple des petites entreprises et des moyennes entreprises à se développer à l'international. C'est quelque chose que souvent elles ne peuvent pas faire elles-mêmes. Elles n'en ont pas les moyens financiers ni les moyens logistiques. On peut orienter des choses. On donne des aides à la recherche. C'est extrêmement important pour rester compétitif. Bon, il y a aussi, vous qui êtes un étatiste, je crois l'avoir compris, et vous croyez à la puissance de l'État. Vous me mettez mal à l'aise parce que ça veut dire que je parle mal et je me fais mal comprendre. Je suis pas un. Je veux dire, je croyez à la puissance publique. Je crois à la puissance publique. Je crois à la force collective. C'est quand même important. Je crois à la socialisation par le bas. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas remplacer un patron privé par un patron public. Parce que les nationalisations par le haut, j'ai vu aussi ce que ça donnait. Oui. Et je fais la différence entre les plus petites entreprises et les plus grandes entreprises. Quand des groupes comme Sanofi touchent de l'argent au nom de la recherche, de l'emploi et de la compétitivité pour faire de l'aide au moment de la crise sanitaire avec le succès qu'on connaît pour payer 0 fiscalité après, pardonnez qu'on soit forcément révolté de la situation, surtout justement quand on fait partie des plus petites entreprises et qu'on voit que sur les bénéfices, on paye en moyenne 13 ou 14% pour les petites entreprises et que des grands groupes n'en payent aucun. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas de justice à ce niveau-là. Mais je disais cette chose toute simple, c'est qu'a priori, l'argent des impôts devrait aller dans les services publics. Sauf que les services publics sont en train de disparaître au moment où je vous parle, en ce moment où je vous parle. Donc l'argent public devrait servir à ça et pas à autre chose. Moi, je voulais juste vous reposer une question sur la question des retraites. Donc vous êtes donc non seulement contre cette réforme qui propose de décaler l'âge de 62 à 64, mais vous voulez le ramener à 60 ans. Comment est-ce que vous expliquez aux Français qui nous regardent et qui sont peut-être effectivement hostiles à la réforme, mais qu'en même temps qui se disent, qui regardent ce que font nos voisins et qui voient qu'en fait tout le monde part beaucoup plus tard à la retraite. Pas forcément beaucoup plus tard, quand on voit l'âge effectif de départ à la retraite, mais en tout cas plus tard. On ne dit pas que tous les systèmes sont meilleurs qu'en France, mais tout de même, si tous les autres pays le font, et certains ne sont pas forcément tellement plus malheureux, comment expliquer qu'en France, non seulement on ne peut pas arriver jusqu'à 64 ans, mais en plus, il faudrait revenir à 60 ans. En quoi la France n'irait pas dans le même sens de l'histoire que les autres pays? Là, il faut écouter le gouvernement, pour une fois. Je sais qu'ils aiment bien mettre en avant en disant écoutez, en France, quand même, on a le taux de pauvreté chez les retraités qui est le plus faible. Pourquoi? Justement, peut-être parce qu'on n'a pas suivi cet exemple et parce qu'il y a des luttes pour bloquer tout ce qui était fait jusqu'à présent. Deuxième exemple, vous avez raison de parler de l'âge réel. Et ça, c'est super important parce que l'âge réel, moi, pour dire les choses franchement, je ne crois pas une seule seconde le fait que les générations qui vont nous suivre vont pouvoir travailler inexorablement jusqu'à 67, 68, 69 ans, alors qu'on n'est déjà pas jugé productif dans les entreprises du public ou du privé quand on a dépassé les 60, voire avant, et qu'on vous montre la porte de la sortie dès cette époque-là. Donc je pense que parce qu'on ne pourra plus, ou parce qu'on ne voudra plus de nous, on partira à peu près dans les mêmes eaux, mais avec une retraite de misère. Et comme ce sera une retraite de misère, on sera par voie de fait obligé simplement pour survivre de faire appel à des fonds qui ne sont pas ceux prévus par le salaire socialisé de la sécurité sociale, mais donc des fonds privés, donc des fonds de pension, des formes mixtes de capitalisation, c'est-à-dire ce qu'attendent les grandes compagnies d'assurance depuis des années. Vous savez, il faut juste un dernier élément. Tous ceux qui arrivent en disant
c'est qu'une histoire de charge, de budget, c'est lourd, ça nous coûte. En vérité, c'est les premiers à savoir que ça rapporte. Le budget dont on parle, la protection sociale, il est supérieur à celui de l'État d'un tiers. C'est de l'argent pour les assureurs qui sommeillent. Ça les rend dingues. Un assureur, je parle d'un grand assureur, il est normalement constitué, il regarde cet argent qui sommeille, qui n'est pas encore soumis à la loi de l'offre et la demande, ça le rend malade. Et depuis des années, il veut mettre le grappin dessus. Mais Olivier Donc c'est bien cette question-là qui est... Pour vous, encore une fois, Roselyne le disait à l'instant, il n'en est pas question aujourd'hui dans la réforme telle qu'elle est. Mais pour vous, dans la tête d'Emmanuel Macron, il y a ça. Il y a derrière, dans je ne sais pas combien de temps, 5, 10 ans, 15 ans, l'idée que la capitalisation arrivera. Alors moi, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron et puis je ne veux pas y être. J'ai déjà suffisamment de problèmes comme ça. Si, ça peut être intéressant. Mais en tous les cas, il s'inscrit dans la continuité de ces différents gouvernements. Parce que là, on parle de ça. On parle de politique qui, depuis 1993, se systématise. Y compris les gouvernements de gauche. Absolument. Mais c'était pas la gauche. 43 ans, c'est la gauche. Oui, enfin, c'est une certaine gauche. Pardonnez-moi de le dire, c'est une certaine gauche qui était au pouvoir. Absolument, je ne les oublie pas. Avec laquelle vous êtes alliés maintenant? Contre le projet, voilà. Et on discute. Mais tout à l'heure, moi, vous savez, j'ai plein de défauts, mais j'ai pas ma langue dans ma poche. Je vous disais tout à l'heure que sur les annuités, il y a un débat à gauche. J'entends le Parti socialiste dire, par exemple, 60 ans, mais 43 annuités. Oh, ça va, on a vu. 43, tu pars pas à 60 ans. C'est pas vrai. Donc oui, bien sûr. Et dans les premiers rapports, vous savez, pour suggérer les réformes des retraites, c'est les anciens des assureurs qu'ils ont pris. Donc c'est une question de fond. C'est une question de fond. Ce qui est quand même un peu effrayant dans ce que vous décrivez, c'est que vous ne tenez absolument pas compte de l'évolution du monde du travail, de l'évolution de l'espérance de vie, de l'évolution de la société. C'est-à-dire que, oui, revenir à 60 ans quand on avait des métiers pénibles, qu'il n'y avait pas du tout de soulagement pour les ouvriers, qu'il n'y avait pas de machines pour les aider dans les usines. Enfin, je veux dire, le monde du travail a quand même changé. L'espérance de vie a augmenté. Non, mais ce qui est étonnant chez vous, c'est que... Mais vous me dites ça comme si j'étais sur une autre planète, je sais bien. Vous ne voulez pas du tout tenir compte des évolutions positives de la société et du monde du travail. Et d'ailleurs, donc vous dites, il faut qu'on vienne à 60 ans. Mais moi, je vous dis pas, il faut revenir à 60 ans. J'essaie de vous dire comment on pourrait financer un autre système, y compris comme il n'a pas fonctionné jusqu'à présent, même d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire qu'il ne soit pas simplement étatique. Voilà, donc j'ai la prétention de dire que je ne suis pas pour le statu quo, voilà, et pas ceux qui sont pour le changement et ceux qui sont pour le statu quo. Deuxièmement, oui, j'ai la prétention de croire, beaucoup plus que certains d'ailleurs, que le monde du travail, je vois comment il change. Raison pour laquelle d'ailleurs, soulignons au passage qu'on n'a jamais été autant productif dans ce pays, ça participe aussi aux choses. Et puis l'espérance de vie augmente, soit aussi parce qu'il y a eu des réductions du temps de travail qui ont été imposées dans les différents pays et qui ont participé au fait que l'espérance de vie progresse. C'est formidable, et donc on peut travailler. Et donc, l'espérance de vie en bonne santé, celle-là... augmente aussi. Non. Augmente aussi. Alors là, vous m'excusez, je vais prendre 30 secondes. 30 secondes. Cet élément de communication qui finit par m'agacer de la part du gouvernement, mais c'est pas le seul. Ça concerne les 5% les plus non, vous allez nous parler. Non, c'est pas ça. On nous fait croire que l'espérance de vie en bonne santé, elle augmente, on la comptabilise à partir de 65 ans. Les chiffres officiels de l'INSEE, l'espérance de vie sans incapacité depuis la naissance n'augmente pas, elle est stable depuis 20 ans et elle est autour de 64-65 ans, c'est-à-dire précisément l'âge autour duquel les gouvernements successifs aimeraient qu'on parte à la retraite. C'est-à-dire nous faire renoncer aux meilleures années de retraite qu'on pourrait vivre sans incapacité, c'est-à-dire en bonne santé. Donc cette réalité-là aussi, je la vois. Oui, moi, j'ai pas évidemment ces chiffres, les mêmes chiffres. Vous pourrez les vérifier. Écoutez, on fera un autre débat. Absolument, avec plaisir. Avec nos chiffres. Non, mais ce que je trouve dommage, c'est de vendre, pardon, ce terme n'est pas adéquat, l'idée quand même de l'aliénation par le travail. Et ça, c'est quelque chose qui nous oppose fondamentalement. Alors, je reconnais des travaux pénibles, des gens qui ont fait des mineurs, qui ont poussé des wagonnets au fond de la mine, des gens qui sont dans des EHPAD à soulever sans aucun moyen de levage, des personnes lourdes et qui font des tâches très, très, très difficiles pour des salaires plus que modestes. Ça existe, bien entendu. Mais pour la majorité des gens, le travail est quelque chose de désaliénant. C'est une conquête sociale. Je trouve que cette désaffiliation à la valeur travail, je la trouve terrible. Ce que vous dites. Je veux vous rassurer et je veux vous répondre confinement. Pendant le confinement, il y a eu quoi? Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans ce pays qui ont changé de carrière professionnelle. Il y en a eu des millions aux États-Unis, on appelait ça les bifurcaires. C'est-à-dire les personnes qui ne s'y retrouvaient plus. Moi, je vais vous dire, à la Poste, on est resté ouvert pendant le premier confinement, guichet en l'occurrence, et les gens nous disaient merci. Et franchement, je ne vous mens pas, je le dis avec émotion, c'était bouleversant. Parce que s'entendre dire merci, se sentir utile, il n'y a pas plus valorisant.
Oui, et puis finalement, la routine est revenue. La réalité, c'est que dans ce pays, au-delà des conditions physiques, et on est d'accord, hein. Non mais attendez, j'irai avec modération sur ce sujet, parce qu'il y a quand même 25% des personnes qui meurent avant 62 ans chez les hommes, 13% chez les femmes. Mais aussi la souffrance au travail. 2,5 millions de burn-out, 3 salariés sur 10 qui vous disent qu'ils sont en détresse psychologique. Donc moi, j'en fais pas une règle. Mais c'est pas lié au travail aussi. Là, excusez-moi. Si, là, écoutez, non, vous pouvez naître avec une maladie auto-immune, une déficience cardiaque. Il y a des questions de santé, de pauvreté. Non, mais d'accord, c'est pas lié au travail. Non, mais écoutez, Roselyne Bachelot, le travail n'est pas que la santé. Et parler aujourd'hui à un maçon qui nous regarde en lui expliquant. Bien sûr, non mais attendez. Mais vous me dites bien sûr à chaque fois. Mais écoutez, je vous dis que la souffrance, elle n'est pas que physique. Je vous ai dit que je reconnaissais. On ne peut pas avoir des débats comme on en a eu. Enfin, écoutez, il y a eu les épisodes France Télécom. Pas l'image d'un travail complètement. Non, mais moi, j'essaie de ne pas faire dans la caricature. Mais puisque vous me renvoyez au fait que je vous réponds aussi cette réalité-là. Je veux dire, on parle beaucoup d'insécurité dans les campagnes électorales. L'insécurité sociale est un sujet. Dans ce pays, chaque jour, il y a plus d'une personne qui se suicident à cause du travail. Chaque jour dans ce pays, il y a 3 à 4 personnes qui meurent soit d'un accident au travail, soit d'une maladie professionnelle. Et dans ce pays, chaque jour, il y a encore plus de personnes qui meurent à cause du non-travail, parce que le non-travail tue lui aussi. Là, il ne s'agit que d'estimation. En plus, vous décrivez une réalité absolument dramatique, et je vous rejoins sur ce point-là, mais qui ne peut pas être prise comme règle générale du monde du travail tel qu'il est aujourd'hui. Et vous parliez des gens qui ont changé de carrière. C'est formidable. C'est formidable de s'apercevoir qu'on peut changer de boulot et qu'on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait et changer éventuellement de vocation et de métier pour être plus heureux. C'est très bien, c'est très épanouissant. On peut aussi voir les choses de façon positive. Vous, systématiquement, en fait, vous nous ramenez à... non mais je veux dire, c'est un monde du travail qui serait un monde dans lequel on se tue à la tâche. Non, mais c'est vrai que c'est un peu troublant. Je regrette que vous soyez troublé. J'essaie d'avoir un rapport un peu différent à tout ça. Je vous renvoie aussi à cette réalité-là. Je suis quelqu'un de positif dans la vie. Et je vous dis, ça se voit pas, écoutez, autant que vous, voyez, mais je prends les choses au sérieux. C'est-à-dire que moi, la souffrance, ça me touche. Et moi, en tant que syndicaliste, par exemple, aussi sous cette casquette-là, non, mais ce ne serait pas des formules qui ont déjà été usées. Mais je vous dis ça, je vous dis pourquoi je vous dis ça. Moi, je vous juge pas, je me permets pas de le faire. Je vous dis, moi, ça me touche. Car aujourd'hui, la réalité, quand on est dans une entreprise, c'est des gens qui viennent voir, qui craquent. Et vous êtes désarmés et qui craquent pas simplement sur des questions matérielles. Parce que ça aussi, on nous leur envoie cette image-là. En disant, vous pensez qu'il n'y a que les moyens qui vont... Non, c'est le fait de se dire, je me retrouve pas... On me prive des moyens de faire le boulot pour lequel je pensais avoir une vocation. Une vocation. Priver les gens de leur vocation chez des instituts, chez des infirmières, chez des postiers, ça me rend malade. Et ça me révolte. Alors, comme je suis positif... J'ai aussi des yeux pour voir, en me disant, et ça nous sépare probablement, que je suis pour répartir les richesses, je suis aussi pour partager le temps de travail, c'est-à-dire faire en sorte qu'on partage le temps de travail entre tous les cerveaux et tous les bras, pour qu'on travaille précisément moins. Et par exemple, riche idée, puisque je suis là pour vendre quoi que ce soit, je vais essayer de vendre ça, et que les jeunes aient un métier, un emploi, qu'il n'y ait pas 18% de chômage chez les jeunes. Permettons à tous les jeunes d'avoir un emploi. Là aussi, on ne parlera plus du problème des retraites. Olivier Besancenot, demain, première journée de mobilisation, on annonce 10 000 policiers et gendarmes mobilisés, 3 500 à Paris. On craint, c'est ce que disent les renseignements territoriaux, à peu près 1 millier de personnes potentiellement violentes. Là aussi, ils ont les chiffres. Du côté de la capitale. Les renseignements, c'est de bosser, évidemment, et de préparer ce qui peut se passer demain. Est-ce que ça, c'est une crainte particulière, vous qui avez l'habitude des cortèges? Non, demain, on sera nombreux. Moi, j'ai pas de crainte. Je veux d'abord dire à ceux qui nous regardent, on va être nombreux, et ça fait longtemps qu'on n'aura pas connu, d'après moi, ce type de manifestation-là. Donc moi, je masse étouffe la violence. Mais écoutez, d'habitude, respectez le temps. D'habitude, c'est le jour même qu'on y a droit. Me faites pas le truc préventif la veille à demander déjà. Non, là, c'est simplement, on a l'expérience des dernières manifestations, des grands rassemblements, où systématiquement, il y a eu notamment des black blocs, etc. Il y aura mais écoutez, mais où ils sortent ces chiffres? Ils ont les nombres de manifestations, de machins. Mais écoutez, c'est un truc de dingue. Il y a même, c'est très précis, par exemple, il y a 400 ou 600 gilets jaunes qui pourraient être déçus de l'échec des manifestations précédentes et qui pourraient vouloir s'en prendre à des symboles du capitalisme. Voilà, c'est la phrase de mémoire qui est citée dans cette note des services de renseignement. Alors, je l'ai pas lu, celle-là. C'est pas uniquement l'ultra-gauche, mais également des gilets jaunes qui seraient déçus de leur précédente mobilisation. Vous, ça vous inquiète? Moi, écoutez, je suis positif. Du nombre, voilà. Et puis. Donc tout va très bien. Ça va se passer super bien demain. Non, demain, je pense que c'est le nombre. Et je vous l'ai dit, mes craintes et mes doutes, parce que j'en ai, évidemment, c'est sur la suite.
Voilà, et j'aimerais qu'on prépare la suite au plus vite, précisément pour être efficace. Moi, j'ai envie d'efficacité, du positif et de l'efficacité. Vous disiez sur la suite, tous ensemble. Alors, du côté politique, du côté de l'opposition, on a la gauche, la NUPES et le Rassemblement national. Dans tous les sondages, les électeurs du Rassemblement national sont très hostiles à cette réforme. Est-ce que vous pourriez défiler côte à côte, organiser des événements, des manifestations avec le Rassemblement national? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, l'objectif n'est pas Jamais la finalité. Jamais de la vie. C'est les pires ennemis du monde du travail, du mouvement ouvrier. Et à chaque fois qu'il y a eu des grèves, même sur ce sujet-là, ils ont toujours été vent debout contre ces grèves. Chez les Le Pen, toute la famille confondue. C'est les pires ennemis du mouvement ouvrier. Ah bah là, et d'ailleurs, sur les cotisations sociales, ils ont les mêmes recettes que les libéraux. Les pires ennemis. Et je vous réponds, jamais. Vous parlez des leaders, vous parlez de la famille Le Pen. Les électeurs. Les électeurs. Ils seront dans la manif demain. Mais les électeurs, vous savez qu'en 95, puisqu'on parlait de 95, ça avait marqué un coup d'arrêt à un moment donné. Alors, ça n'explique pas tout, mais ça avait aussi marqué un coup d'arrêt dans la progression déjà de l'extrême droite. Prenez souvent en exemple la ville de Marseille, où en effet, il y avait beaucoup d'électeurs du Front National à l'époque, qui étaient dans la rue et qui avaient peut-être aussi changé de rapport à la société, aux uns et aux autres, parce que la grève, la lutte, c'est aussi la solidarité concrète, en acte, vous voyez, plus efficace que tous les discours du monde, y compris le mien. Je veux dire, on voit que la lutte peut payer. Un peu abandonné, notamment dans le Nord. C'est là qu'on voit que le Rassemblement national, effectivement, a pris des voix à la gauche parce que la gauche avait oublié ces ouvriers-là. Je vous rejoins sur ce point. C'est-à-dire que la gauche a oublié les ouvriers et c'est là-dessus que le Mais là, c'est le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, le mouvement qui a la main. Vous voyez, je veux dire, vous me demanderez après pourquoi vous me travaillez ou si vous voulez que je sois pas positif, mais vous me ramenez à des bilans que je connais. Là, on a une séquence, mais ceci étant, c'est important parce que c'est vrai que politiquement aussi, sur l'avenir, ce qui se passe là en ce moment pour la gauche, c'est essentiel. Quel que soit son point de vue et son orientation. Selon qu'on gagne ou qu'on perde, ce ne sera pas la même chose. Au-delà de la réforme des retraites, vous voulez dire. Au-delà même, absolument, et y compris des désaccords qu'on a à gauche sur le type de solution alternative qu'il y aura à poser. C'est-à-dire, on a beau ne pas être d'accord là-dessus, oui, on peut être soudés, et j'espère qu'on le sera, pour obtenir cette victoire, parce que personne n'a à gagner à ce que ce projet passe. Le rapport de force ne sera pas le même. Sauf que face à vous, vous avez donc notamment Emmanuel Macron, qui veut réformer les retraites, mais qui veut sa réforme des retraites. Est-ce que demain, potentiellement, ça peut être le début d'un tournant pour le quinquennat, le second quinquennat d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on est dans un moment charnière de ce quinquennat? Il a décidé de le faire, si j'ai bien compris. Moi, je vous dis, j'étais pas dans sa tête, mais si ce qu'il se dit veut laisser une trace, je sais pas laquelle, dans l'histoire, dès le départ, sur le thème, moi, on m'a accusé de pas être fort, vous allez voir, je vais vous le faire. Le problème, c'est que, tous les conseils qu'il y a autour de lui, l'histoire n'est pas faite d'éléments de communication, hein. L'histoire sociale et politique de ce pays, elle est complexe. Et des fois, on peut parier sur beaucoup de choses. Des fois, c'est risqué. Bon, là, il a décidé d'engager le bras de fer. Faut qu'il comprenne qu'on répond présent. Moi, je ne vais pas vendre quoi que ce soit sur le thème on va gagner, mais on est extrêmement déterminé. Et ça ne va pas se régler à base d'arguments où je parle plus fort que toi. Ça va se régler sur un rapport de force. Le jour où Emmanuel Macron va faire le calcul en disant il y a tout qui se barre dans mon camp, et là, il y a une partie de l'opinion qui est en train d'être gagnée par la contestation. J'ai plus à perdre qu'à gagner, j'arrête. C'est comme ça qu'on gagnera, c'est pas autrement. Le président et 10 de ses ministres qui seront demain en Espagne pour signer un traité d'amitié franco-espagnol. Non, c'est pas ça. C'est un détail. Dont Gérald Darmanin. Dont le ministre de l'Intérieur. C'est bien. Ouais, voilà, les bras m'en tombent. Bon, enfin, qu'ils partent. Qu'ils partent. De toute façon, il n'allait pas manifester avec vous, donc il peut aller en Espagne. Non, mais vous remarquerez que sur les Gilets jaunes, c'était pareil. C'était Bernardo, comme dans Zorro, il était. On l'entendait plus. On l'entendait plus, mais c'est super. Ouais, c'est super méprisant. C'est quand même super. Honnêtement, je l'apprends, mais c'est super méprisant. Mais bon, je vais pas faire le mec qui tombe de sa chaise non plus, donc c'est à son image, on va dire. Voilà. Donc bon voyage. Voilà. Et peut-être la retraite. Et peut-être la retraite à 45 ans, pourquoi pas. Je crois qu'il a 45 ans, ce serait une bonne idée. De toute façon, il pourra pas se représenter après ce quinquennat-là. Donc forcément, on verra si c'est une retraite politique. Et vous? La politique, la candidature, la présidentielle? Non, moi je suis pas dans ces trucs-là. C'est fini. Moi j'arrête pas la politique. Je sais que ça paraît bizarre à certains, mais j'ai jamais arrêté. Je suis un militant. Mais chez nous, on pense que personne n'est imbattable, pouvoir, mais personne n'est irremplaçable. Donc chez nous, ça tourne. Voilà. Merci Olivier Besancenot. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct ce soir avant cette journée de mobilisation, journée spéciale. Demain, évidemment, tout au long de la journée, on va suivre ça sur BFM TV. Merci à Pauline, à Roselyne et à Antonin de m'avoir épaulé ce soir.